Intéressons-nous maintenant à la situation dans les entreprises et les associations. D'un point de vue général tout d'abord, le principe de neutralité absolue ne s'applique pas à l'entreprise privée ou à l'association privée qui n'est pas investie d'une mission de service public et qui ne représente donc ni l'État ni aucune autre administration. Il faut le rappeler, mais le principe de laïcité implique la neutralité de l'État, de l'administration publique, des collectivités locales et plus largement de tous ceux qui exercent une mission de service public. Mais, parallèlement, le principe de laïcité garantit à toutes les autres personnes la liberté d'exprimer leurs convictions, même si cette liberté peut être encadrée parfois très précisément. Cet encadrement peut conduire à imposer la neutralité de certains postes. Mais, en aucun cas, il ne saurait être subjectif ni reposer sur un quelconque préjugé. Ainsi, le droit français permet d'encadrer ou d'interdire, dans une entreprise privée ou une association, le port d'un signe convictionnel si cela est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché. Mais il ne le permet pas lorsque cela repose uniquement sur des motifs subjectifs. Dans le cas contraire, cela pourrait relever de la discrimination. À ce titre, la Constitution rappelle que, je cite, « Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. » Autrement dit, c'est bien une interdiction radicale de traiter défavorablement une personne en raison de ses convictions religieuses, vraies ou supposées, qui est ainsi consacrée. En application de ce principe, aucune offre d'emploi ne peut faire référence aux convictions religieuses des futurs candidats, tout comme on ne peut pas interroger, lors de l'entretien d'embauche, un candidat sur son appartenance religieuse ou sur sa pratique. Enfin, on ne peut pas refuser à un candidat un entretien parce qu'il porterait un signe religieux. S'agissant du règlement intérieur de la structure privée, il peut, comme l'a défini d'ailleurs la jurisprudence française, limiter la manifestation de ses convictions religieuses, mais aussi politiques ou philosophiques, voire permettre de sanctionner un salarié pour plusieurs motifs. D'abord, s'il y a entrave aux règles de sécurité ou de sûreté. Tel serait le cas, par exemple, d'un employé de confession sikh qui refuserait de porter un casque sur un chantier pour garder son turban. Pour des raisons de sécurité évidentes, il pourrait être sanctionné. Également, s'il y a entrave aux conditions d'hygiène et de propreté. Tel serait le cas, par exemple, d'un employé de confession musulmane dans un restaurant en self-service qui refuserait de tailler sa barbe. De même, une limitation ou une sanction pourrait être décidée s'il y a prosélytisme. Prosélytisme qui se caractérise par un comportement et non pas seulement par un signe. Tel pourrait être le cas, par exemple, d'une salariée de confession chrétienne qui distribuerait des tracts anti-avortement. Par ailleurs, une entrave à la mission professionnelle pour laquelle le salarié a été embauché peut justifier une telle décision. Comme dans le cas, par exemple, d'une employée de confession juive qui refuserait de répondre au téléphone le vendredi après-midi. Bien évidemment, la solution est la même s'il y a entrave à l'organisation du service dans lequel le salarié travaille. Tel pourrait être le cas d'un salarié de confession musulmane qui refuserait de participer, même sans manger, à des réunions d'équipe qui doivent se tenir lors de la pause méridienne en raison du ramadan. Enfin, limitations ou sanctions sont également envisageables s'il y a entrave aux intérêts économiques de l'entreprise. Ceci pourrait être le cas, par exemple, si des employés portant un voile ou un autre signe religieux refusaient pour ce motif de porter la tenue commerciale obligatoire de la société, comme dans un restaurant, un club ou une société de sécurité par exemple. Les règles énoncées s'appliquent de la même manière aux associations privées qui ne gèrent pas de mission de service public. Il faut rappeler que même des associations d'intérêt général ne peuvent imposer la neutralité générale et absolue. En effet, il s'agit d'un critère obligatoire mais non suffisant pour qualifier une mission de service public. À cet égard, il convient de rappeler qu'une mission de service public peut ressortir d'une qualification législative. La loi prévoit que tel service sera un service public, mais aussi d'une qualification contractuelle,
une collectivité territoriale ou l'État conclut une délégation de service public, ou enfin de l'application de la méthode du juge administratif dite du faisceau d'indices. Ces indices résident dans l'existence d'une activité d'intérêt général, certes, mais aussi dans le contrôle qui est exercé sur cette activité, dans les modalités de financement de l'activité qui n'ont pas toutefois à être intégralement publiques, mais seulement prédominantes, dans le régime de l'activité qui doit permettre de mettre en œuvre les grands principes du service public, l'égalité, la continuité et la mutabilité. Pour illustrer cette situation, rappelons-nous de l'affaire concernant la crèche privée Babylou. Babylou est une association installée dans une zone urbaine sensible de Chanteloup-les-Vignes, avec pour objectif principal d'aider les familles du quartier, et en particulier les mères de famille, qui souhaitent pouvoir travailler. Une des salariées de l'association, qui avait bénéficié d'un congé maternité, revient travailler en portant un foulard, en raison de ses convictions religieuses. Par la suite, elle est licenciée pour faute grave, en raison de son refus de retirer son voile. Selon la direction de la crèche, le port de ce voile contreviendrait en effet aux dispositions du règlement intérieur entré en vigueur le 15 juillet 2003. Ce règlement intérieur disposait, je cite, que le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par Babylou, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes, qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche. S'estimant victime d'une discrimination au regard de ses convictions religieuses, la requérante saisit le Conseil des prud'hommes de Mantes-la-Jolie. Ces demandes sont rejetées par un jugement du 13 décembre 2010, jugement confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 27 octobre 2011. Finalement, la Cour de cassation se prononce sur la légalité du licenciement de la salariée. Elle se livre alors à une analyse spécifique de chaque élément de la situation de la salariée au sein de la crèche Babylou. D'abord, la Cour va constater l'existence de conditions spécifiques de fonctionnement d'une association de dimension réduite, employant seulement 18 salariés. Ensuite, la Cour constate également que les salariés de Babylou sont en relation directe avec les parents et leurs enfants. De plus, la structure avait pour objet de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d'œuvrer pour l'insertion sociale et professionnelle des femmes sans distinction d'opinion politique et confessionnelle. Enfin, la Cour retient l'existence non contestée d'ailleurs d'insubordination répétée et caractérisée de la salariée licenciée. Tirant les conséquences de ces attendus, la Cour de cassation valide le 25 juin 2014 le licenciement de la salariée.